Any family history? No. It's just me and Matt. Diazepam, 10 milligrams, start. Right, what's going on? Taking some precautions. He's seizing. Help me hold him. Stay cool, mate. We're gonna calm you down. Medication for over an hour. Pralidoxime is very effective. It just takes a little time for it to kick in. And maybe you're wrong. Maybe it's not a pesticide. The blood work was pretty conclusive. It's an organophosphate. Oh my God. Move back. Miss Davis, move back, thanks. We're at 30. Brady cardiac arrest. Get me the pads. What are you doing? We're gonna beat his heart for him. Set it to 60. Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler sur l'intoxication aux organophosphorés. Il faut savoir que c'est une intoxication qui est fréquente et le plus souvent accidentelle, que ce soit que chez les petits-enfants qui sont curieux, qui peuvent être donc exposés à des pesticides qui contiennent ces organophosphorés, ou bien ceux qui font de l'agriculture. Il faut savoir qu'il y a 3 voies d'intoxication possibles, la voie cutanée, la voie respiratoire ainsi que la voie digestive. Avant de poursuivre la vidéo, il faut savoir que c'est très important de voir toute la composition du produit qui a contenu cet organophosphoré. Parce que dans certains cas, où par exemple il y a une composition associée comme les glycols, comme les hydrocarbures aliphatiques par exemple, dans ce cas-là, le traitement va être donc différent, ainsi que la clinique qui peut être faussée, qui va être donc un mélange entre la clinique d'intoxication aux organophosphorés et la clinique d'intoxication à cet adjuvant. Maintenant, on arrive au mécanisme d'intoxication, c'est-à-dire l'action de cet organophosphoré au niveau de l'organisme. Il faut savoir qu'ils agissent au niveau de la fente musculaire située entre la terminaison nerveuse et l'organe cible, tel que essentiellement les muscles. Mais pour type de description, pour la physiopathologie, on va prendre la plaque motrice neuromusculaire. Alors au niveau de cette plaque motrice, on a la terminaison nerveuse, puis on a le muscle, et entre les deux, on a la fente synaptique. Au niveau du muscle, on a donc les récepteurs de l'acétylcholine. Au niveau de la fente synaptique, on a de l'acétylcholine, donc sécrétée par cette terminaison nerveuse qui va stimuler donc les récepteurs de l'acétylcholine. Et on a aussi l'acétylcholine estérase, donc qui est responsable de la dégradation de cette acétylcholine en évitant son accumulation au niveau de la plaque motrice. Et c'est là le site d'action des organophosphorés. Alors, les organophosphorés, ils viennent ici, ils vont donc inhiber ils vont se lier d'une manière donc stable et irréversible à cette acétylcholine estérase, ce qui va induire une augmentation du nombre de l'acétylcholine dans la fente synaptique et donc une accentuation de l'effet de l'acétylcholine au niveau de tout l'organisme qui est responsable de la clinique. Mais il faut savoir que cette liaison irréversible, on parle d'irréversibilité spontanément, mais elle peut être donc réversée par le pralidoxime qui est l'antidote des organophosphorés, mais dans un délai court. C'est-à-dire, si l'administration de la pralidoxime a été retardée, dans ce cas-là, on aura ce qu'on appelle le vieillissement de l'acétylcholine estérase. Dans ce cas-là,
le pralidoxime ne sera plus efficace et l'acétylcholinestérase ne sera plus régénérable. Il faut savoir que, comme on a dit tout à l'heure, que les organophosphorés donc, sont facilement absorbés par voie digestive, cutanée et respiratoire. Ils sont lipophiles, donc ils peuvent être stockés dans les graisses du corps et être donc relargués régulièrement, ce qui peut expliquer donc des intoxications prolongées. Il faut savoir aussi qu'il existe deux types d'organophosphorés. Il y a ce qu'on appelle les organophosphorés oxygénés qui sont directement actifs au niveau de la fente synaptique et d'autres organophosphorés soufrés qui doivent être métabolisés au niveau du foie par le cytochrome P450 pour être actifs. On arrive maintenant à la clinique. Il faut savoir que les symptômes apparaissent très rapidement, de quelques minutes à quelques heures, et les premiers symptômes dépendent de la voie d'exposition. C'est-à-dire, si par exemple la voie d'exposition était oculaire, on aura un myosis en premier temps. Si c'était respiratoire, on aura par exemple un bronchospasme, etc. Donc, puis la symptomatologie va atteindre tout le corps selon le degré d'exposition, mais aussi en cas d'intoxication digestive. Dans ce cas-là, on aura aussi une intoxication qui est systémique. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle le syndrome muscarinique, induit par la stimulation des récepteurs muscariniques de l'acétylcholine, qui va être responsable au niveau de l'œil d'un myosis, au niveau des glandes salivaires d'une hypersécrétion, au niveau pulmonaire d'un bronchospasme avec augmentation de sécrétion pulmonaire, au niveau cardiaque d'une bradycardie, au niveau pancréatique, il peut être responsable d'une pancréatite odémateuse, mais aussi d'une pancréatite nécrotique, avec augmentation de la sécrétion des tubes digestifs et avec possibilité de diarrhée, vomissement. Comme vous voyez, tout le corps est atteint par ce syndrome muscarinique. Il va être aussi responsable d'un syndrome nicotinique. Dans ce cas-là, c'est la stimulation des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. Alors, il y avait une erreur, il faut savoir que ces organophosphorés agissent au niveau de la fente synaptique de tout l'organisme et pas que la plaque neuromusculaire. Donc, dans ce syndrome nicotinique, on aura une asthénie, on aura une faiblesse musculaire, des fasciculations musculaires, une parésie qui peut aller jusqu'à une paralysie respiratoire. On aura aussi une hypertension artérielle, une hyperleucocytose, ainsi que une hyperglycémie et une hypocalémie. Donc ça regroupe en quelque sorte les signes adrénergiques. On peut avoir aussi un syndrome central cérébral qui peut présenter une confusion, un coma, des convulsions. Dans les cas les plus graves, on peut avoir même un coma qui est prolongé. On peut avoir aussi un choc cardiogénique avec défaillance cardiaque et OAP. On peut avoir aussi une pancréatite nécrotique, ainsi que des troubles du rythme cardiaque et des troubles de la conductibilité. Puis, quatrièmement, on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome intermédiaire qui n'est pas constant. Il est soit immédiat, soit après un intervalle de 4 jours. On va avoir une paralysie des nerfs crâniens, on va avoir une paralysie musculaire, prédominante aux muscles proximaux, ainsi qu'une paralysie avec un arrêt respiratoire qui est réversible après 2 à 3 semaines. Avec aussi une abolition des réflexes osteo-tendineux. Il faut savoir que cette forme ne répond pas au pralidoxime ainsi que l'atropine. Donc c'est juste un traitement symptomatique par assistance respiratoire et assistance des défaillances associées.
Il faut savoir que les séquelles sont possibles donc, avec l'intoxication aux organophosphorés. On peut avoir des neuropathies donc, sensitives et motrices, axonales et myéliniques, qui peuvent apparaître après 2 à 3 semaines. On peut aussi avoir des séquelles donc, centrales avec des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire, ainsi qu'une diminution de la capacité intellectuelle. On arrive maintenant au diagnostic. Il est relativement simple. Donc, il est fait par la constatation d'une diminution de l'activité des pseudocolines estérases plasmatiques et dans les globules rouges. Il faut savoir aussi que des dosages des insecticides organophosphorés eux-mêmes est possible dans certains labos, mais qu'on ne fait pas donc dans la routine. La régénération des acétylcholinestérase globulaires, c'est-à-dire la surveillance après le traitement de cette régénération, donc est un bon outil donc, de surveillance de l'évolution des patients. C'est-à-dire si cette régénération se fait, c'est-à-dire qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, on arrive au traitement. Il faut savoir que tout d'abord, comme toutes les intoxications, on a un traitement symptomatique, donc qui peut dépendre tout d'abord de la voie d'intoxication. Si c'est par exemple une intoxication digestive, on peut faire des aspirations digestives ainsi que le lavage gastrique. Si c'est l'intoxication cutanée, on va procéder à un lavage complet de la peau. Ainsi que donc, les formes graves, une assistance respiratoire, ainsi que le contrôle des convulsions, notamment par le Valium, le traitement donc, des défaillances cardiaques, des défaillances hémodynamiques, de l'OAP et tout autre symptôme associé. On a le deuxième volet qui est le traitement spécifique. Le premier traitement donc, à administrer, c'est l'atropine. Donc, il faut savoir que le traitement doit être administré le plus tôt possible pour améliorer donc, l'efficacité et ne pas tomber dans ce qu'on a dit tout à l'heure, le vieillissement de l'acétylcholinestérase. On commence par l'atropine, donc c'est à peu près 0,5 à 1 mg EVD à renouveler selon la clinique. Il faut savoir que ça traite bien les bradycardies ou les troubles de la conduction, ainsi que tous les autres signes, vu que l'atropine c'est un anti-acétylcholinestérasique. Un anticholinergique. Le deuxième traitement spécifique, c'est le pralodoxime, donc avec une dose de 2 grammes perfusée en 15 à 30 minutes, suivi d'une dose d'entretien de 500 mg/h jusqu'à 1 g/h en l'absence d'amélioration clinique, donc que ce soit clinique, associée à la surveillance de l'activité de l'acétylcholinestérase plasmatique. Pour la surveillance, donc c'est une surveillance tout d'abord clinique, c'est-à-dire l'amélioration de la fréquence cardiaque, la diminution des convulsions ainsi que de l'hypersécrétion, la restauration de la conscience, ainsi que biologique, donc c'est l'activité, donc le dosage de l'activité cholinestérasique comme on a dit tout à l'heure, mais aussi la surveillance des effets secondaires de l'atropine. Donc il faut savoir que l'action de l'atropine peut être précipitée par donc l'efficacité de la pralidoxine qui va en quelque sorte non seulement réverser le syndrome muscarénique et tout, mais aussi il va induire un syndrome atropinique. En quelque sorte, on va dire que c'est un surdosage de traitement. Il faut savoir donc qu'une fois les signes cliniques ont disparu, avec une reprise d'une bonne fonction de l'acétylcholinestérase, il faut arrêter le pralidoxime et bien sûr arrêter l'atropine selon la suite de la clinique. Qu'en conclusion, il faut savoir que l'élément interrogatoire peut être absent ou insidieux. C'est-à-dire, un patient arrive aux urgences avec des signes d'intoxication aux organophosphorés, mais il n'a pas vraiment, il
il ne vous raconte pas qu'il n'a été par exemple exposé à des pesticides, il n'est pas par exemple fermier, c'est pas un petit enfant. Mais il faut savoir que plusieurs professions peut-être amener des personnes à toucher ou à être exposées à des pesticides sans qu'ils le sachent. Pratiquement tous les ouvriers, etc., peuvent être exposés, donc il faut y penser toujours. Surtout qu'ils ont une clinique très parlante, les persécrétions, le myosis, la bradycardie, ainsi que les convulsions, donc constituent vraiment, on va dire, un syndrome qui est assez évocateur de cette intoxication. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour nous encourager à faire plus de vidéos. Et merci. Salam alaikum.